Bonjour et bienvenue sur la première chaîne de podcast dédiée à l'inbound marketing en France. Lors de la première édition de l'événement Inbound Marketing France à Rennes, de nombreux experts venus du monde entier ont eu l'occasion d'échanger autour de ce sujet qui passionne de plus en plus de professionnels du commerce et du marketing en France. Si l'inbound marketing est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche à droite de votre écran. Je vous laisse avec la suite. Très bonne écoute. Hello. Donc c'est le workshop qui nous réunit, c'est le sujet, donc c'est le marketing conversationnel, de la conversation à la conversion, avec nos deux invités, Alexis Zarour qui se trouve sur ma gauche, de la société Inbenta, et Maxime Baumard de iAdvise. Maxime Baumard a une entreprise qui vient de lever plusieurs millions. Il y a eu beaucoup de communication à ce sujet. Et j'ai volontairement pas trop mis l'accent sur la partie financière pour qu'on reste un peu dans le contenu précis de ce qu'est le marketing conversationnel, de ce que ça peut apporter pour développer son chiffre d'affaires, de comment ça marche, parce qu'on entend beaucoup parler des chatbots un peu dans tous les sens. Et l'objet de ce workshop, c'est de rentrer un petit peu dans les détails de comment ça fonctionne. D'accord ? Parfait. Est-ce que tu peux compléter On rentre dans le vif du sujet ? Oui. Ouais. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Je peux peut-être compléter simplement pour expliquer pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de marketing conversationnel et ce que cela signifie, avec quelques chiffres. Vous allez voir, j'aime bien les chiffres, parce que ça appuie assez souvent les propos. En fait, moi, je fais partie de l'équipe fondatrice d'iAdvise, et chez iAdvise, aujourd'hui, je m'occupe particulièrement du marketing. Donc, je suis également, comme vous, en charge de faire en sorte que les leviers marketing fonctionnent. Quand on regarde les chiffres aujourd'hui, quand on est marketeur, il y en a assez peu qui donnent le sourire. Je vais vous en présenter 3. Vous verrez que sur les 3, il y en a 2 qui font peur et un, justement, qui va dans le bon sens et qui va dans le sens de la conversation. Le premier, en fait, c'est la performance marketing. Aujourd'hui, si on regarde une bannière publicitaire, le taux de clic moyen en 2017, il était de 0,06%. Okay ? Pourtant, on en investit de la pub dans le SIA. Juste pour vous amuser, la première bannière publicitaire dans le monde, elle est sortie en 1994. Son taux de clic, il était de 44%. Voilà. On est ici face à une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on investit beaucoup dans de la publicité, en disant que c'est cool, ça marche, ça ramène du business, mais on a des consommateurs qui rejettent cette publicité. En 2017, le taux d'adoption des adblockers, il est de 30%. Okay ? Donc on investit de l'argent, puis on a 30% des gens qui ne veulent même pas voir nos pubs. Juste en 2 ans, il a été multiplié par 2. C'était 15% en 2015. Voilà. Ça, c'est les chiffres mauvaises nouvelles. Et la bonne nouvelle, par contre, c'est qu'il y a une data qui montre qu'il y a des dispositifs marketing qui performent actuellement. C'est en fait la base du commerce, c'est que quand on parle avec ses prospects, avec ses clients, ça augmente les ventes. Et juste une data qu'on partage avec Alexis parce qu'on a un métier commun qui est le fait de proposer à des sociétés des solutions qui permettent de converser avec des visiteurs. En moyenne, 20% des visiteurs avec lesquels on dialogue sont convertis en clients. C'est la seule bonne nouvelle, ces chiffres-là. Donc on est vraiment sur des dispositifs qui permettent d'améliorer les ventes, et c'est ces dispositifs qu'on va aborder. Excuse-moi Maxime, merci pour cette intro chiffrée parce que ça permet de faire un peu une photographie de l'état du sujet. Mais est-ce que ces arguments-là chiffrés, c'est pas aussi avec ça que tu peux convaincre tes interlocuteurs, puisque souvent on veut savoir combien ça me coûte, combien ça me rapporte, le fameux retour sur investissement, et que la publicité traditionnelle a un retour sur investissement assez faible. Est-ce que c'est pas l'argument qui fait mouche pour que tu puisses trouver des bien sûr que si. Enfin, je suis marketeur, donc bien sûr qu'on joue sur ces éléments-là, mais au-delà de ça, c'est quand même un constat. Nous sommes à une époque où on ne peut plus reproduire les mêmes actions que ce qu'on faisait les années précédentes en disant que ça va fonctionner de la même manière. Les budgets de publicité en ligne explosent, et or on se rend compte qu'il y a un déficit de performance. Donc on est bien obligé aujourd'hui de remettre en cause toutes ces choses-là. Et voilà, quand on parle de 0,6% de performance de taux de clic, ce qui se passe, c'est qu'on a des marketeurs qui sont contents quand ils font 2%. Or, ça veut dire que 98% des gens qui ont été confrontés aux pubs n'ont pas cliqué dessus, donc c'est pas une bonne nouvelle. Donc voilà, il faut juste remettre les chiffres dans le contexte. Maintenant, Alexis Zarour, donc de la société Inbenta, est-ce que tu pourrais nous expliquer les bases, pour ceux qui ne connaissent pas, de comment on concilie la linguistique et les algorithmes, puisqu'il y a toute une partie sur le marketing conversationnel qui est liée à l'interprétation par des algos
d'accord, et par des programmes, du langage humain naturel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet ? Eh bien oui. C'est génial. Ça tombe bien. Oui, donc bonjour à tous, donc Alexis Zaro, moi je suis en charge du marketing pour la France chez Inventa. Et nous, on est un spécialiste du traitement automatique du langage naturel. Donc, c'est une discipline de l'intelligence artificielle qui s'attache principalement à interpréter du verbatim, donc des conversations ou des questions en langage naturel qui sont posées par des visiteurs, par des clients ou par même des collaborateurs de plus en plus. Donc nous on est effectivement sur cette discipline et en fait on a développé une technologie qui va nous permettre de interpréter ce langage naturel. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le langage humain c'est pas un langage qui est très facile à comprendre pour une machine, pour la simple et bonne raison que c'est pas un langage qui est formel, qui est figé, au contraire d'un langage informatique. Et donc c'est un défi déjà de pouvoir apprendre à une machine à s'adapter à l'humain finalement plutôt que le contraire. On a beaucoup connu dans le domaine de la recherche par mots-clés, qui était ce qui était le principal du sujet pendant des années. On a beaucoup connu l'humain qui s'adaptait au moteur de recherche en essayant de trouver le bon mot-clé pour trouver la bonne information. Là aujourd'hui on est plutôt dans une logique où on va essayer de rendre la machine capable de s'adapter à l'humain. Donc ça c'est tout un travail linguistique qui est extrêmement compliqué à expliquer et qui n'est peut-être pas forcément le sujet aujourd'hui, mais en tout cas voilà, par un certain nombre d'opérations, d'algorithmes linguistiques, on va être en capacité d'associer ce langage naturel à des concepts sémantiques et donc par association à des réponses. Alors l'idée de ce marketing conversationnel, puisque le sous-titre c'est de la conversation à la conversion, c'est déjà de créer une conversation. Est-ce que, alors on a souvent entendu, on oppose très souvent l'homme à la machine. Or, quand j'ai discuté avec chacun de vous deux, l'idée c'est quand même un peu de soulager les humains des questions les plus basiques, d'accord, pour pouvoir redonner aux vendeurs et aux commerciaux une vraie valeur ajoutée, avec un vrai savoir-faire et des connaissances. Donc, est-ce qu'il y a un tri qui s'effectue sur le type de questions qui sont traitées par des chatbots et à quel moment la machine a ses limites pour qu'on la repasse à des humains ? Il y a 12 questions dans ma question, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je m'adapte. Peut-être juste une première base en fait pour mieux comprendre aussi le contexte du sujet. Quand on parle de conversation, il va y avoir deux niveaux. Il y a où la conversation se passe. Là, tu disais tout à l'heure créer les conversations là. Et après, il y a comment la conversation se passe. Sur le où la conversation se passe, il y a plusieurs choses. La conversation, elle peut se passer sur ses propres supports. On parle ici de son site web, de son application mobile, de son site mobile. Elle peut se passer sur des applications tierces. Ça peut se passer sur des applications tierces publiques, des réseaux sociaux. On parle des gens qui s'expriment sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Et puis elle peut se passer sur des applications qui sont peu fermées, ce qu'on va appeler des apps de messaging, des WhatsApp, des WeChat. Donc le premier sujet, c'est voilà, où est-ce que je vais converser ? Et là, on verra que la machine peut aider à aller chercher la bonne discussion et faire en sorte d'être au bon endroit pour pouvoir dialoguer avec ses visiteurs et transformer ces discussions potentielles en vente, si on fait bien avec le sujet. Et après, il y a le second niveau qui est comment est-ce que je dialogue avec eux. Je peux dialoguer en mettant en relation des visiteurs avec des humains, des services clients, des experts passionnés des sujets, des gens qui peuvent être rémunérés. Je peux converser avec un robot, c'est ce qu'évoquait Alexis tout à l'heure avec la sémantique. Et puis, il peut y avoir un mix des deux, justement parce que certaines questions peuvent être pré-automatisées et derrière traitées par un humain. Est-ce que, pour faire un petit rappel, en fait, cette idée de pouvoir mettre à dispo une communauté d'experts sur des sujets qui volontairement répondent à des personnes qui ont des besoins d'information, ça c'est le début des conversations sincères un peu qui sont créées, d'accord ? Comment on recrée ça après de manière un peu plus artificielle et automatisée ? Alors, je parle un peu dans la continuité de ce que vient de dire Maxime. En fait, si on est parfaitement réaliste, la conversation de manière automatique, on n'y est pas encore. Je pense que vous avez tous plus ou moins expérimenté un ou plusieurs bots. Néanmoins, ce qu'on observe comme tendance, c'est que jusqu'à il y a encore 1 ou 2 ans, on était sur, quand on parlait d'automatisation, sur des questions qui étaient des échanges à one shot. C'est-à-dire que je posais ma question, j'avais ma réponse, et puis ça s'arrêtait là. Là, on observe quand même une avancée de la technologie qui nous permet aujourd'hui d'avoir des conversations à plusieurs échanges et donc de traiter des choses un peu plus complexes. Néanmoins, aujourd'hui, effectivement, comme tu le disais, on se limite encore à des questions qui sont des choses qui vont être récurrentes dans l'optique de libérer du temps à l'humain. Et du coup, on arrive là à cette fameuse complémentarité entre la machine et l'humain, c'est que l'objectif pour nous sur des solutions d'automatisation, c'est d'évacuer finalement le récurrent et ce qui n'a pas de valeur ajoutée pour filtrer finalement les conversations qu'on va transférer à des humains qui, elles, présentent de la valeur, que ce soit commerciale ou en termes de relations clients.
Alors juste pour que vous sachiez, vous travaillez, alors je ne sais pas s'il faut dire ensemble, mais en tout cas vous avez des approches complémentaires, c'est ça? Et il y a des clients qui ont une partie chez Inventa et une partie chez iAdvice, puisqu'il y a des parties qui sont traitées par chatbot et d'autres par des humains. À quel moment vous faites la bascule? En fait, on n'a pas expliqué ce qu'on faisait. Peut-être que ça pourrait être utile. Donc, on va le faire très très court. iAdvice, donc nous, on est une société, on est basé à Nantes, donc on n'est pas très loin, on est 200 personnes, cette société-là. Et notre métier, c'est de remettre de l'humain dans la relation client. Donc, on propose des solutions qui permettent à des sociétés présentes en ligne de pouvoir dialoguer avec les visiteurs. Des exemples français, ça va être Voyager SNCF, Fnac, voilà, vous avez la possibilité d'être assisté par un humain. Et la complémentarité est très forte, puisque Inventa, je te laisse peut-être dire le mot, mais... Oui, donc nous, pour faire clair, on commercialise des solutions de FAQ dynamique, de chatbot, qui du coup vont être intégrés sur des sites de clients comme en France. Nous on est plutôt sur le domaine des services financiers, donc on va travailler avec la BNP, on travaille avec la Société Générale et l'assurance, avec certaines grandes mutuelles également, et l'idée c'est de traiter des questions qui sont plutôt, on va dire, récurrentes, pour apporter des réponses automatiques et instantanées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors Alexis, pardon, c'est quoi la différence entre les FAQ, les FAQ, Frequently Asked Questions, les questions les plus fréquemment posées il y a 15-20 ans qu'on trouvait sur les sites, d'accord, où on avait inventorié, je sais pas, les 10 questions types ou les 15 ou les 20 questions types. Parfois, il y en avait beaucoup plus d'ailleurs par catégorie. Comment on passe de ça? Suspense. Comment on passe donc des FAQ à l'automatisation d'un certain nombre de questions récurrentes? C'est quoi la valeur ajoutée, le truc en plus? Alors il y a une différenciation, c'est que non seulement on va être en capacité, quand on automatise aujourd'hui, d'apporter des réponses, mais en plus aussi d'écouter les verbatims des clients. Et ça c'est assez important parce qu'on parlait d'inbound marketing toute la journée aujourd'hui, et l'idée c'est qu'il faut aussi se mettre dans la peau de ses visiteurs, de son client, pour savoir ce qu'ils attendent. Et un des effets de bord finalement de recueillir des questions et des verbatims clients, c'est de savoir exactement les questions qu'ils se posent à un moment précis de leur parcours. Donc il y a la question du timing et du moment. Maxime t'en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire être au bon endroit, mais aussi au bon moment, puisque le besoin est totalement différent au début peut-être d'un process et à la fin. Et avec la bonne manière. Et vraiment pour faire le lien là encore avec l'événement qui s'appelle Inbound, on parle d'inbound marketing, donc de génération de leads, toutes ces choses-là. La conversation, que ça soit automatisée ou humanisée, peut être vraiment utilisée comme un levier de génération de leads, et donc basée sur des notions de scoring de prospect, de dire à partir de quel moment est-ce que j'interagis avec mon visiteur, et j'interagis où avec lui et de quelle manière. Et on voit des acteurs, principalement des acteurs américains, utiliser de plus en plus même la conversation comme vraiment levier générateur de lead numéro 1, où on voit des formulaires disparaître. Même le formulaire de demande de démo, on a des sites qui ont supprimé ce formulaire de demande de démo et qui l'ont remplacé par des interfaces de discussion, principalement automatisées, mais au lieu d'avoir un formulaire qui dit nom, prénom, email, société, téléphone, c'est salut, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aimerais bien avoir une démonstration. Ok, tu la veux quand ta démonstration? Je sais pas, je suis dispo cet après-midi, très bien, c'est quoi ton prénom, c'est quoi ton nom? On t'appelle à quel numéro? Voilà, on a l'impression d'avoir, soit on a vraiment dialogué, soit ça a été automatisé, et derrière on génère un lead et on peut même récolter des infos supplémentaires. Donc pour faire le lien, voilà, c'est vraiment le bon endroit, le bon scoring, avec la bonne manière, et ça peut vraiment être au service de la conversion. Alors ces conversations, alors qu'elles soient automatisées, qu'elles soient réhumanisées, est-ce que ça s'applique à tous les secteurs d'activité? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer ça dans la banque, dans l'assurance, dans tout le e-commerce? Ou est-ce qu'il y a des domaines un peu plus touchy? Par exemple, je sais pas, je pense à la santé, je pense à l'industrie, où il y a la question des... Est-ce que dans vos clients, il y a des secteurs d'activité en fait, qui sont plus... Le e-commerce, ça me paraît évident. Après, les autres domaines... Encore une fois, c'est une question de... Il y a effectivement des données qui sont assez sensibles. Après, la manière dont on les traite, ça peut être aussi une réponse à ça. Aujourd'hui, nous, on est capable de manipuler des données santé pour des mutuelles santé, par exemple, en procédant à de l'anonymisation de certaines informations qui sont un peu sensibles, etc. Et en tant qu'éditeur indépendant, j'ai envie de dire, ou en tout cas non GAFA, l'avantage qu'on apporte, c'est qu'on n'envoie pas ces informations à des tiers. Et donc, du coup, on est aussi garant en termes de confidentialité. Alors, est-ce que cet argument-là de détenir les données et qu'elles ne soient pas justement distribuées aux GAFAM, est-ce que c'est un argument qui compte auprès de vos clients ou pas du tout? Ce qui compte, c'est le retour sur investissement.
Enfin, il y avait une intervention tout à l'heure sur ce qu'on appelle la GDPR, donc sur le sujet de protection des données, où c'est plus simplement un avantage concurrentiel, ça va devenir une obligation à partir de mai. Donc, nous, en tant qu'éditeurs, parce qu'on est tous les deux éditeurs de logiciels, du coup, on a des obligations vis-à-vis de nos clients. Alors maintenant, oui, mais je veux dire, Alors, il on y a a quelques toujours années... ça va juste se renforcer. Donc, non, c'est bien sûr un vrai sujet, ouais, complètement. Et alors, nous, on est présent sur un marché qui est mondial, mais principalement européen. Et oui, le fait d'être éditeur français, européen, qu'à certains de ces serveurs du coup, basés sur ces pays-là, est un vrai argument, puisqu'on sait où est la donnée, et si la donnée peut être dans mon pays, pour beaucoup d'acteurs, notamment des acteurs un peu institutionnels. Nous, on bosse avec La Poste, avec SNCF, avec des gens qui aiment savoir que les données sont en France. C'est bien sûr un avantage. Est-ce que vous avez des chiffres? Enfin, je sais que tu aimes bien les chiffres, donc je me permets, moi j'aime bien aussi. Est-ce que tu arrives, en nous donnant un exemple sur une des entreprises que tu as comme client, le temps que ça dégage à leurs équipes? Parce que je me dis que ça doit prendre un temps fou de mettre en place une cellule de personnes qui répondent aux clients, etc. Et un des avantages en fait de cette méthode, c'est de dégager du temps. Avant de dégager, alors après effectivement dégager du lead et de la conversion, mais ouais, alors il y a plusieurs questions dans celle-là. La première, déjà il y a un facteur culturel. Par exemple, quand on parle de relations clients et d'investir du temps, dans les pays anglophones, on va voir ça comme un investissement. Le coût de la relation client, c'est juste un investissement. Quand on parle à des francophones, souvent c'est plus un coût. C'est ok, mettre en place un service client, ça va me coûter combien? Alors que les anglophones vont dire ça va me rapporter combien. Donc c'est vraiment transformer ce centre de coût en centre de profit. Là, il y a une dimension culturelle. Après, pour répondre quand même concrètement à la question, il y a des solutions qui existent pour faire en sorte que ça ne soit pas un problème interne. Nous, on l'évoquait, on est éditeur de logiciels, on propose des plateformes d'interaction. Et à côté de ça, on a également créé une communauté qui s'appelle IBU, I2BU, qui permet à n'importe qui a une passion de pouvoir se rendre disponible pour des marques, pour assister des visiteurs sur cette passion-là et être rémunéré pour le faire. Un exemple tout simple, Marmara, avec qui on travaille, n'a pas de service client qui répondent par chat, c'est des experts, c'est des gens qui sont clients Marmara et qui répondent aux autres clients. Donc en l'occurrence, le temps là, il est zéro, et au-delà d'avoir un temps qui est zéro, c'est la satisfaction client. Enfin, on parle avec quelqu'un qui a connu l'expérience, qui est hyper authentique, donc c'est génial. Et pour apporter un dernier, du coup, une réponse chiffrée. Excuse-moi, sur cette partie-là, parce que c'est quand même super intéressant, ça veut dire qu'il y a une espèce de volonté délibérée d'inclure des personnes, d'accord, qui deviennent un peu des influenceurs, qui deviennent un peu ceux qui recommandent, qui peuvent partager des conversations avec d'autres, okay, qui le font sur la base du volontariat sans les rémunérer. Et est-ce que ça garantit pas une forme de, pas de sincérité, mais ils sont rémunérés. C'est pas des vendeurs, mais ils sont rémunérés pour les actions. Ils travaillent pas forcément pour. Il y a deux niveaux de rémunération. Soit ils sont rémunérés au contact, ou soit c'est à la performance commerciale. Ils se connectent quand ils veulent, d'où ils veulent. La seule chose qu'on va regarder, c'est la satisfaction client. C'est un peu comme Uber. Ils sont notés de 1 à 5, les chauffeurs Uber, et quand ils sont, je crois que c'est en dessous de 3,8, ils sont mis une fois, 2 fois, 3 fois. Nous, c'est pareil. Quand la satisfaction client est inférieure à 80%, l'expert sort de la communauté. Parce que ce qu'on veut avant tout, c'est quelqu'un qui apporte de la satisfaction client. Excuse-moi, l'expert, il est rémunéré à la réponse, mais il n'est pas salarié de la boîte. Non, c'est des experts indépendants, c'est donc sur auto-entrepreneurs qui se connectent quand ils veulent. Donc ça peut être je suis fan de jardinage ou je fais... Exactement, je suis fan de jardinage, je postule à des campagnes que vont faire certains de nos clients, je suis certifié sur cette expertise. Il ne suffit pas de dire je m'y connais, j'ai déjà planté 3 radis dans mon jardin. C'est non, je suis un vrai expert, je connais les produits. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, nous on garde que 5% des gens qui postulent dans cette communauté-là. Et donc quand une marque a besoin de mes services, elle fait appel à moi et je me connecte quand je veux, d'où je veux. On a à peu près 10 000 experts dans la communauté et en moyenne, c'est des gens qui gagnent 600 € par mois. Donc c'est un petit complément de revenu qui est sympa quand on parle de sa passion par chat avec des visiteurs. Et juste quand même pour compléter sur la question qui était posée tout à l'heure, sur le coût et l'investissement en termes de temps, mettre en place, en fait vous avez déjà des gens qui font de la conversation dans vos entreprises. C'est des gens qui répondent au téléphone, c'est des gens qui répondent aux emails, voilà. Et donc en l'occurrence, ce type d'outil-là a aussi un impact sur la réduction des autres canaux. Nous on constate en moyenne une réduction de 15% des emails entrants quand on met en place une solution par exemple de chat classique. Donc ça c'était ma question, c'était comment tu fais pour chiffrer un peu le temps qu'on arrive à dégager avec ce type d'outils. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de remettre de la vraie relation au centre de tous les échanges commerciaux? Parce que là, ça paraît, le back-office de ce sujet-là est quand même assez technique. Quand on avait échangé ensemble sur le traitement linguistique
des données, qu'il fallait avoir des gens qui étaient à la fois data scientists et aussi qualifiés en linguistique. Voilà, c'est quand même assez complexe. Et de l'autre côté, c'est comme une volonté délibérée de fluidifier et de rendre beaucoup plus naturels les échanges. Oui, c'est-à-dire que évidemment comment dire, la finalité de tout ça, c'est de fluidifier les échanges. Maxime le disait tout à l'heure, quand on commence à aller supprimer des formulaires, par exemple, c'est vraiment lutter contre l'aspect un peu froid, fastidieux, chronophage, voilà. qu'on n'a pas trop Une envie de remplir des formulaires avec 18 critères quand on veut avoir une info sur un sujet. Est-ce que ça se mesure, c'est-à-dire que par ces conversations-là automatisées, est-ce qu'on arrive à réduire de façon drastique le nombre de formulaires, le nombre de questions qui sont posées, ou alors est-ce qu'on essaye des trucs et puis des fois ça marche, on continue, et des fois ça marche pas et on recule. En fait, c'est pas la finalité, on s'en fout au final de réduire le nombre de formulaires. Ce qu'on va regarder, on veut vendre, bien sûr. Ouais, et même pas que. Enfin, on veut vendre, on veut satisfaire, on veut faire en sorte que la personne qui vient sur son site obtienne ce qu'elle est venue chercher. Après, tous les moyens par lesquels elle passe, il faut juste lui proposer le meilleur des moyens dans une logique de coût. Il ne faut pas que ça coûte non plus. Voilà, mais il faut se poser la bonne question. Et la question, c'est la finalité. Voilà. Ça veut dire que la finalité, ça peut être aussi d'entretenir une relation. Alors ouais, l'indicateur qu'on a vu beaucoup émerger là sur la fin d'année 2017, c'est celui qu'on appelle la Customer Lifetime Value. C'est cette notion où on a beaucoup raisonné, notamment dans le e-commerce, en taux de conversion, c'est-à-dire à un instant T, combien de visiteurs sont transformés. Et là, on a du coup des outils qui commencent à permettre de mesurer la récurrence des achats sur une période donnée. Et ça, c'est essentiel parce que l'effort qu'on fait d'un point de vue marketing, d'un point de vue relation client, c'est un effort qui dure dans le temps. C'est-à-dire que le mec, il achète sur un site à un instant T, mais peut-être qu'il va revenir 6 mois après parce qu'il a passé un bon moment, réeffectuer un achat. Et nous, tous les clients qu'on accompagne, donc c'est les grands e-commerçants européens, c'est devenu leur indicateur principal. Le taux de conversion est presque devenu secondaire, c'est quelle est ma Customer Lifetime Value, comment je la mesure. Est-ce que c'est top secret? Tu peux nous en citer quelques-uns parce que nous, on connaît la nôtre, par exemple, avec iAdvise, en moyenne, on est entre 2 et 3. C'est-à-dire qu'on multiplie par 2 et par 3 la récurrence d'achat quand un visiteur a été assisté versus quand il n'a pas été assisté. Est-ce que tu peux citer certains de tes clients un peu connus du grand public ou c'est c'est pas top secret Non, et puis on en a pas mal de communs. Ça va être la plupart des grands e-commerçants français, des Cdiscount, Fnac, Darty, des sociétés de luxe, des Dior, Vuitton, L'Oréal, la plupart des sites transactionnels. Peut-être que sans le savoir, parmi les gens qui nous écoutent, peut-être que la plupart de vous, la plupart d'entre vous ont peut-être déjà utilisé en fait ces solutions sans le savoir. C'est pour ça que je te demande un peu d'en dire un peu plus sur tes clients. C'est quoi l'évolution alors pas du marché parce que c'est un mot un peu pour les pros, mais c'est quoi la tendance avec le marketing conversationnel dans les années à venir? C'est un mix de nous deux. Ouais, c'est un peu ça, ouais. D'accord. C'est une fusion de vous deux. L'idée, c'est de tirer le meilleur parti des deux aspects, que ce soit automatique ou humain. Évidemment, il y a des conversations, il y a des questions qui n'ont pas vocation à être traitées par un humain parce que ça ne présente pas de valeur ajoutée. Et l'idée, c'est de, nous en tout cas, s'inscrire comme un filtre par rapport à ça pour être en capacité d'escalader tout ce qui est intéressant vers de l'humain. Maxime, la tendance d'ici, alors pas 15 ans, 20 ans, mais d'ici 3 à 5 ans Alors je ne suis pas du tout objectif quand je vais dire ça, forcément, mais en tout cas, c'est d'être hyper à l'écoute parce que les chiffres que je donnais en intro, ils font peur. C'est-à-dire qu'en tant que marketeur, on a tendance à, quand on fait ses budgets en fin d'année, à se dire combien je vais mettre en SIA, combien je vais mettre, surtout mes leviers d'acquisition, tout ça. Ça marche de moins en moins. Et alors, les réflexes qu'on a, c'est de se dire je mets de plus en plus d'argent vu que ça marche de moins en moins pour atteindre les mêmes résultats. Et ça a ses limites. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des nouvelles solutions d'interagir avec ses prospects, de générer des leads. On n'en est qu'un exemple. Il y a plein d'autres choses autour de l'ergonomie, des outils. Enfin, il y a plein de choses. Donc, c'est de faire ce que vous êtes en train de faire là. Et ce qu'on fait tous aujourd'hui, c'est de se déplacer sur des événements, de lire des bouquins, de rencontrer des gens, d'échanger avec ses confrères pour comprendre ce qu'on fait chacun, ce qui marche chez les uns, ce qui marche chez les autres, et construire ses propres idées, mais d'arrêter de faire ce qu'on faisait l'année dernière. Oui, alors ça veut dire aussi qu'il faut avoir affaire à des personnes qui sont tout à fait capables de se remettre en question, qui sont capables de changer leur façon de fonctionner, qui sont capables de faire alors ce qu'on appelle un peu dans les RH management inclusif, accompagnement au changement, etc. Alors est-ce que c'est pas du tout votre partie? Ou alors est-ce que c'est à eux de faire passer à vos clients donc dans leur boîte un peu de nouvelles manières de fonctionner et de convaincre leurs équipes que
on leur enlève pas leurs compétences et leur savoir-faire, mais que peut-être on les soulage de tâches un peu chronophages à faible valeur ajoutée, pour leur redonner de la valeur en fait dans leur métier. Oui, j'ai lâché la question peut-être. C'est normal. Ouais. C'est après le déjeuner, la question dure 4 minutes 32, donc je pense que c'est normal. Ma question c'était comment vous faites, et puis est-ce que c'est votre partie? On parle beaucoup d'une nouvelle techno, d'accord? Mais il y a aussi la partie comment elle est intégrée par les humains, d'accord? Par les équipes. Et moi j'entends souvent, il y a des réticences au changement, on va me piquer mon boulot, oui mais maintenant c'est les machines qui vont tout faire. Donc c'est sur ce sujet-là que je vous pose la question. Okay. Est-ce que c'est vous qui êtes un peu en train d'évangéliser sur ce sujet-là, ou alors est-ce que vous parlez à vos clients et après c'est eux qui se débrouillent en interne avec leurs équipes pour les accompagner? Parce qu'il y a des humains à qui il faut expliquer qu'ils vont bosser différemment. Ouais, je vais parler du point de vue d'Inventa. Effectivement, ces technologies-là, elles sont nécessairement associées à de l'humain. Parce que les réponses qu'on va mettre dans l'outil, en tout cas pour nous, en ce qui concerne l'automatisation, évidemment, elles ne sortent pas de nulle part. Et c'est des choses qui sont du savoir métier qu'on n'invente pas. Donc évidemment, la spécificité d'Inventa, c'est que nous, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a un tiers de nos équipes qui sont des ingénieurs linguistes qui vont être au contact de nos clients pour les aider finalement à constituer des bases de connaissances qui soient optimisées pour avoir des réponses les plus fluides, les plus intéressantes possibles. Donc ils font ça de deux manières. La première, c'est qu'ils accompagnent la création de la base de connaissances. Donc par l'expérience qu'on a avec aujourd'hui une 60aine de clients grands comptes en France, on connaît à peu près les questions qui vont être posées au démarrage d'un projet. Mais derrière ça, il y a toute une phase d'observation des conversations et d'identification des sujets qui sont manquants dans les bases de connaissances. Et ça, c'est un travail qu'on fait au contact d'équipes éditoriales qui sont chez nos clients, où on leur soumet des recommandations d'amélioration de leur base de connaissances qu'ils rédigent eux-mêmes. Donc évidemment, il y a aussi toute une composante humaine et on apporte aussi un accompagnement aux équipes, ce qui peut être déterminant dans des projets comme ça, avec des technos qui sont un peu nouvelles. Parce qu'au final, il y a d'autres techno dont les gens s'emparent et ont du mal à les administrer. Là, pour le coup, nous, on a choisi le parti d'avoir un accompagnement humain. Donc avec ces équipes éditoriales. Oui, tout à fait. D'accord. Maxime? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a la vision d'entreprise et puis après, comment est-ce qu'on la présente à ses clients. Nous, la vision qu'on a, c'est que l'humain ne va pas remplacer... les robots ne vont pas remplacer les humains, mais on présente souvent la vision un peu de l'exosquelette. C'est ce qui va rendre les humains plus forts. On va donner plein de nouvelles fonctionnalités qui vont permettre aux humains d'être encore plus forts. Donc déjà, quand on partage cette vision-là, on place l'humain au cœur de tout. Et après, au sein des équipes qu'on équipe, je vais donner un exemple très concret, c'est EDF. EDF, ça faisait des années qu'on leur proposait de chatter avec leurs visiteurs sur les espaces clients. Il y a une quinzaine, c'est que des femmes sur ce plateau-là, quinzaine de conseillères chat. Et l'année dernière, on leur a dit, on va vous permettre d'arrêter de poser toutes les questions que vous posez en amont, qui est quel est ton code postal, quel est ton nom, quel est ton numéro de service client. C'est un robot qui va le faire à votre place et qui va préqualifier les choses. Et là, on s'est dit comment elles vont réagir. Est-ce qu'elles vont se dire on se fait piquer notre boulot ou pas? Et en fait, ça a été très très bien accueilli puisqu'elles se sont dit génial, on va enfin pouvoir se focaliser sur notre valeur ajoutée. Et notre valeur ajoutée, c'est pas de récolter des codes postaux, c'est de donner des conseils et de rendre service aux clients EDF. Donc, il y a une question, les gens qui produisent ces outils, il faut avoir une vision. Nous, on partage la même, c'est que le robot est au service de l'humain. Et puis après, c'est des questions managériales dans les entreprises et d'amener les choses intelligemment. Et de toute façon, le 100% robot qui fera tout, on n'y est pas du tout. Alors, une question, c'est est-ce que pour ces métiers-là, donc je ne sais pas si on dit encore télévendeur, téléconseiller, est-ce qu'on peut utiliser le terme de pénibilité? Et est-ce que le marketing conversationnel, on pourrait dire que ça enlève de la pénibilité sur ces métiers-là. Là, on ne casse pas des briques sous le soleil, on n'est pas sur une ligne de production dans l'industrie avec des tendinites, on est sur un autre sujet. Enfin, une espèce de pénibilité mentale, en fait. Si pour une entreprise, parler avec ses acheteurs, c'est pénible, je pense qu'il faut arrêter de faire ce boulot-là. Non, mais 8 heures par jour, demander des codes postaux, je me dis que ça peut être pas rigolo. Ok, alors il y a certains segments sur lesquels ça va être plus compliqué, mais effectivement, dans ce cas-là, le robot peut venir enlever la redondance et un peu le fait de toujours répondre à la même question. Et c'est là où c'est génial et là où on a déjà les premiers cas d'usage qui fonctionnent. C'est sur ces robots qui sont au service de répondre aux questions récurrentes. Après, ce robot qui auto-apprend, qui est capable de donner des vrais conseils, des boîtes comme Inbenta y travaillent. Enfin, c'est mieux placé que moi pour dire. Voilà. Ouais. Et d'ici quelques années, ça va être vraiment cool. Mais oui, pour l'instant, en fait, on est à l'émergence d'une nouvelle tendance. Il y a beaucoup de boîtes comme Inbenta en France.
Il y a quelques acteurs aujourd'hui qui ont bien percé sur le marché. Il y a aussi surtout des gros éditeurs américains qui étaient des acteurs traditionnels de la relation client, qui s'y sont mis, et qui du coup déploient aussi de grosses machines. Après, la question, c'est toujours ce qui fait notre différence, c'est à la fois l'agilité, la capacité à déployer un projet assez rapidement, et puis où vont les données. Oui, toujours cette question juridique de la protection des données. Dans ces pratiques de la conversation à la conversion, d'accord, on voit que les résultats sont probants, sont évidents. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup moins de travail de conviction à faire, puisqu'il y a des résultats déjà très concrets à montrer? En fait, je pense qu'il y a deux choses. Il y a dire à des gens comme vous et nous que donner des conseils, ça permet d'augmenter les ventes, c'est un peu vous prendre pour des imbéciles. Enfin, sinon, il n'y aurait pas de vendeurs dans des magasins. Néanmoins, ça a été nécessaire d'être fait il y a quelques années parce qu'il y avait une vraie utopie du self-service, notamment dans le e-commerce. On disait, tiens, je veux monter un business, je vais vendre des produits en ligne, je m'occuperai de rien et ça va se vendre tout seul. Il se trouve que le taux de conversion moyen dans le e-commerce, il est de 2%, et qu'aujourd'hui en France, l'année dernière, on a passé la barre des 25 000 sites e-commerce. Donc il y a une toute petite concurrence. Donc ça ne peut pas jouer uniquement là-dessus. Donc le côté donner des conseils, c'est important, on arrête d'en parler. Maintenant, le vrai sujet, c'est comment. C'est comment je fais pour donner des conseils 24 heures sur 24. Parce que les acheteurs ne sont pas là que quand votre service client est ouvert de 9h à 18h, mais ils sont là le soir, ils sont là le week-end. C'est pour ça que des plateformes comme Ibu, par exemple, répondent à cette problématique-là. Comment je fais pour le faire de manière le plus naturelle et authentique possible, et comment je le fais pour le faire partout, parce qu'ils ne sont pas que sur votre site web, ils sont sur ce que j'évoquais tout à l'heure en intro, ils s'expriment sur Twitter, sur votre marque ou sur des produits que vous pourrez potentiellement leur vendre, ils s'expriment un peu partout. Donc le pourquoi, c'est plus un sujet, ou alors si c'est encore un sujet, il est temps d'y trouver réponse, c'est plus le comment je vais m'y prendre maintenant. Alors, est-ce que vous êtes là dans un espèce de métier super attractif qui va créer, je sais pas, des nouvelles compétences, des nouveaux savoir-faire, des nouveaux métiers, ou alors on prend des gens qui savent coder, des développeurs, des data analystes et des gens qui font du marketing? Si je prends juste l'exemple d'iAdvise, la boîte a été fondée il y a 7 ans, on a créé 200 emplois là, dans la région, donc déjà ça crée de l'emploi pour les gens qui fondent ça. Et puis après, au sein des entreprises, alors on crée de l'emploi où on apporte des compétences à des gens qui avaient déjà ces emplois-là mais qui le faisaient différemment. Et puis on travaille sur... alors après, chacun a sa vision dessus. Est-ce que vous allez les former, ces nouveaux collaborateurs? On peut les former, ouais. Sur le fait d'apporter des revenus supplémentaires. Ce que je disais sur Ibu tout à l'heure, 75% des gens qui font partie de la communauté ont un travail à temps plein. Voilà, donc c'est des gens qui dégagent des revenus complémentaires. Donc c'est aussi une nouvelle forme d'économie à laquelle on adhère ou pas, mais en tout cas ça répond à un besoin... et de l'entreprise et de la personne qui se prête au jeu. Est-ce que vous connaissiez iAdvise? Oui, pour la plupart. Oui, parce que cool. J'ai vu que t'étais. Alors, j'ai vu pas mal de papiers dans la presse sur la levée de fonds d'iAdvise. On est quand même ici en Bretagne, d'accord. Je suis pas bretonne. J'ai toujours trouvé un peu rigolo qu'on dise souvent non, Nantes, c'est pas la Bretagne, c'est pas des vrais Bretons, Nantes et tout. En revanche, quand iAdvise lève des millions, j'ai l'impression que tout le monde est là. Nantes devient très très breton. Qu'est-ce que t'en penses, Max? Je dis ça, je dis rien. Mais oui, non, mais très très bien. Il dorment un peu, donc j'en vois une vanne en fait. Okay. La dame, elle dormait là-bas, donc je voulais. Non, mais on a le château des Ducs de Bretagne. Je pense qu'il n'y a pas de débat historique. Oui, mais du coup, vous dans la boîte, grossir comme ça, ça va vous poser des nouvelles problématiques de management en interne. Ouais. C'est des choses qu'on a essayé d'anticiper et c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut structurer une entreprise dès le début de manière à pouvoir accueillir la croissance. C'est des choses qui sont ultra nécessaires. Alors, je voulais vous donner peut-être je peux passer le micro. Je voudrais qu'une ou deux personnes puissent poser des questions parce qu'on n'a jamais le temps. Faut toujours speeder. Et là, comme pour une fois, on n'est pas trop serré au niveau du timing. Je voulais que quelqu'un puisse s'exprimer. Oui, bonjour. Gabrielle Cordier, responsable marketing et communication de Vivalto Santé. On est un groupe de santé, donc nous, on ne vend rien. On est au service de nos patients. Et je viens d'aller sur votre site Inventa, là. Je ne savais pas où vous étiez. Et sur le site, j'ai tapé adresse postale. Il y a un petit assistant qui m'aide. Et je me suis retrouvée avec tous vos clients de la bande postale. Donc, comment ça marche, ces chatbots? Et ben là, typiquement, c'est le cas où Alexis, c'est pour le linguiste n'a pas très bien fait son boulot. Non, mais voilà, on a des remontées de ces informations-là, par exemple. On a dû peut-être vous poser la question après, est-ce que vous avez été satisfait par la réponse ou pas. Et ça va générer des alertes derrière qui vont nous permettre d'identifier ces cas où il n'y a pas la bonne réponse.
Pour rebondir sur le sujet, parce qu'on parle là de toute la performance des agents, des agents virtuels, des agents conversationnels, des chatbots, tout ça. Le message que passait Alexis juste avant, c'est qu'il y a des complémentarités qui fonctionnent aujourd'hui, et il y a un gros travail de préparation et d'avenir. Et moi, si je peux juste poser une question, parce que je m'amuse toujours, j'interviens sur pas mal de conférences sur ces sujets-là. Ouais. Je la pose à chaque fois, ça fait plus d'1 an que je la pose, j'ai jamais eu une main qui s'est levée. Est-ce que quelqu'un ici a déjà passé un bon moment en chattant avec un robot? Waouh! On a notre premier client. Là. Cool, on en discutera après. Ok. Ouais, j'ai une question en effet. Merci pour votre intervention et félicitations à vous deux. J'ai une question par rapport au bot automatique, à la FAQ notamment. Elle est automatisée, c'est parfait. Mais ma question, moi j'ai une agence de marketing digital, j'accompagne mes clients sur la partie SEO notamment. Comment vous faites si vous enlevez les FAQ des pages de manière générale en les intégrant dans les bots, comment vous faites pour venir créer du contenu, vous positionner sur des mots-clés? Alors, il n'y a pas que les FAQ pour ça, d'accord, mais ça aide aussi. Alors, je vais répondre. Du coup, nous, on a un module en fait, qui est un module additionnel qu'on déploie en plus d'une solution de chatbot ou de FAQ dynamique. Où on va, en fait, on part effectivement du principe qu'un moteur de recherche n'arrive pas à accéder au contenu d'une FAQ, puisque c'est dynamique par défaut, donc il faut poser une question avant d'avoir la réponse. Néanmoins, on a tiré parti de l'effet de bord en fait, qui est qu'on collecte des questions et on a un module qui va être en capacité de générer des pages qui vont reprendre les questions les plus fréquentes des utilisateurs et y associer les réponses. En fait, l'idée c'est de se positionner sur des requêtes longue traîne directement issues des questions des utilisateurs et en y associant les réponses de la base de connaissances qui est une base de connaissances normalement très qualitative puisque du coup elle est optimisée au jour le jour. Donc avec ça, on arrive à avoir des résultats assez intéressants en termes du SEO. Ça va, vous suivez? Tu l'as tué là avec cette question. Alors, question très pertinente. Oui, non. Monsieur. Bonjour, Emmanuel, Société In Puzzle. Vous parliez, Maxime, tout à l'heure des experts authentiques, par exemple, sur Marmara. Est-ce qu'ils ont, en fait, au démarrage de leur mission, reçoivent de vous, de la part de Marmara, une espèce de charte éditoriale, de choses à dire ou à pas dire, ou est-ce qu'ils ont totale liberté d'expression? En fait, il y a un vrai sujet légal là-dessus, autour de la requalification contrat de travail. Donc, ni nous, ni la marque ne donnons de directives. Sur des sujets qui concernent aussi bien les horaires, on te conseille de connecter à cette heure-là et tout, mais également sur ce qu'ils doivent porter comme propos. Là où, en fait, ça se joue, c'est sur la sélection. C'est-à-dire que seuls 5% des gens qui candidatent sont sélectionnés. Donc, c'est vraiment les meilleurs d'entre eux. Et ensuite, ils passent une certif. Et la certif concerne les produits, l'univers de la marque. Et en fait, non, ils sont totalement libres de parler comme ils le veulent et de ce qu'ils veulent. On va juste regarder la satisfaction. Et au final, c'est une vraie prise de hauteur. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Merci. Alors, en fait, ouais, c'est une vraie question. Avant de lancer IBU, donc IBU, c'est une communauté d'experts rémunérés pour assister les visiteurs. On a lancé des communautés non rémunérées. Et là, en termes d'animation, on avait des clients qui étaient obligés de recruter des gens pour les animer, puisque comme ils n'étaient pas rémunérés, ils ne faisaient que sur le bénévolat, ça ne marchait pas. Et le fait d'inclure une rémunération, c'est ça qui joue, c'est ça l'animation. On parle en moyenne, c'est 2 € par contact que vont gagner des experts, et ouais, c'est entre 500 et 600 € par mois. Donc le fait de se dire j'ai un complément de revenu de 600 € par mois, ça m'anime assez bien. Oui, parce que même les commerciaux, il y a des plans d'animation commerciaux. Ouais, mais on parle de la passion. Enfin, on parle d'un sujet où on est passionné, mais ça fonctionne en tout cas. Okay. Ouais. Et après, au-delà de ça, oui, il y a un système d'animation quand même, des systèmes de gamification, de reward, de classement, machin. Ça, okay. Et puis il y a ce qu'on appelle un live feed, c'est-à-dire qu'on peut communiquer avec eux. Par exemple, ça va être les soldes, les mettre au courant de quand est-ce que ça débute, de toutes ces choses-là. Donc il y a de l'animation. C'est un peu le renouveau du Tupperware. Pas des réunions Tupperware, etc. Non, c'est pas du tout négatif ce que je dis, parce que c'est un modèle de vente qui est hyper pertinent. Et qui marche encore. Je sais, les Thermomix, ça fonctionne encore comme ça. Exactement, et ça se renouvelle. Bon, même s'ils ouvrent des boutiques maintenant. Ouais. Mais... Ok, merci. Juste sur cette partie-là de multiplication des canaux et des usages, je vous rappelle que quand la radio a commencé, on a dit que c'était la fin de la presse écrite. Quand la télé est arrivée, on a dit que c'était la fin de la radio. Quand le web est arrivé, on a dit que c'était la fin de la télé. On est en 2018. Il y a toujours de la presse écrite, de la radio, de la télé, du web. Tout a changé. On ne fait plus de la radio, de la presse écrite comme avant. On ne fait plus de la télé comme avant. Mais on avait sur la table ronde Transfo Digital dans l'industrie
un patron d'industrie qui nous racontait qu'il avait toujours des gens qui envoyaient des courriers papier, des clients, qui avaient toujours 2000 mails par jour, mais qui avaient quand même sur les réseaux sociaux plein de choses nouvelles qui avaient été mises en place, que par le site web, il y avait plein d'infos qui étaient recueillies et qui étaient données, et qu'il faut faire face à une multiplication des points de contact avec les clients. Et donc votre question, je trouve qu'elle va un peu dans ce sens-là. Le mot de la fin de Maxime et d'Alexis sur ce sujet. Il n'est pas très vantard, Maxime, parce que belle histoire quand même de boîte, et puis... Mais non, le mot de la fin, juste, c'est, enfin, je vais réinsister sur les choses que j'ai déjà dit, mais voilà, faut continuer d'assister à ce genre d'événements, continuer de se connecter, de lire, de regarder ce qui se passe ailleurs qu'en France et ailleurs qu'en Europe, parce que encore aujourd'hui, voilà, beaucoup d'innovations passent. C'est le cliché, mais par des belles boîtes américaines. Il n'y a pas de honte à copier des choses que eux font pour les appliquer en tant que marketeur. Moi je le fais et on se les approprie à notre façon et ça contribue vraiment au succès derrière. Voler les idées des Américains. Non mais voilà, rester ouvert parce que comme je disais depuis tout à l'heure, voilà, ce qu'on fait depuis des années par réflexe doit cette année plus qu'avant, voilà, en 2018, être mis en cause. Et je vais finir par un dernier chiffre. En 2017, c'est une année qui est clé puisque les budgets publicitaires Internet ont dépassé ceux des budgets télé. Pour dire qu'il se passe vraiment quelque chose et donc ça implique une remise en cause. Alexis ? Non, mais maintenant que madame sait que la boîte est à Toulouse. Oui, c'est ça. Je vous invite à venir nous voir à Toulouse. Ils sont pas place du Capitole, on en a parlé. Ils sont pas downtown Toulouse. Ils sont un peu excentrés, mais au moins on sait où ils sont. Voilà, c'est des vrais gens qui sont dans une vraie ville française. Ils sont pas dans la Silicon Valley, ils sont à Toulouse. Donc voilà. Non, mais voilà, fondamentalement, j'espère qu'on a réussi à faire passer notre message, qui est que voilà, il n'y a pas d'idéal robot, il n'y a pas d'idéal humain, mais il y a surtout une complémentarité qu'on peut obtenir en utilisant les bons canaux au bon moment. Alors merci beaucoup de votre attention. L'horaire n'était pas facile et il n'y en a que 5 d'entre vous qui ont piqué du nez. Que 5, je dirais pas qui c'est, par courtoisie. Donc ça veut dire qu'on s'en est pas trop mal sorti, même dans la phase digestive, vous étiez quand même attentifs. Merci de votre attention.